Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur la crise que pose l'Arabie Saoudite et le Qatar. La France doit-elle choisir ? L'Arabie Saoudite accuse en effet le Qatar de soutenir le terrorisme djihadiste. Alors qu'en est-il exactement ? Le Qatar, qui doit organiser le mondial de football en 2022, est-il notre ami ou notre ennemi ? Pour en débattre, nous avons invité Dominique Moisy, fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, aujourd'hui conseiller spécial de l'Institut Montaigne, éditorialiste au Financial Times, aux Échos, à Ouest France, conseiller spécial, oui je viens de le dire. Votre dernier livre s'intitule Les nouveaux déséquilibres du monde. Il est paru cette année aux éditions de l'Observatoire. Alors s'il faut choisir entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, Dominique Moisy, vous choisiriez quel pays, vous ? Je crois qu'il est urgent de ne pas choisir, pas plus entre l'Arabie Saoudite et le Qatar qu'entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tariq Ramadan, alors il faut dire que votre présence aujourd'hui a suscité quelques indignations sur les réseaux sociaux. On y dit qu'on ne devait pas vous inviter, on ne devrait pas vous laisser la parole. Alors je rappelle que aucune de vos déclarations, aucun de vos livres en France n'a suscité de plainte, ni vous n'avez jamais été condamné. Vous venez de publier L'urgence et l'essentiel, un long entretien avec Edgar Morin qui est paru chez Don Quichotte, qui est en vente libre en France. Si nous vous avons invité ce soir, c'est que vous donnez des cours à la faculté des sciences islamiques de Doha, la capitale du Qatar, c'est toujours le cas. Oui. Vous dirigez toujours à Doha le centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. C'est ça. Toujours. Et la chaire de sciences islamiques contemporaines que vous occupez à l'université d'Oxford a bien été financée par le Qatar. C'est ça. Vous êtes donc bien placé a priori pour nous donner votre avis sur le Qatar. Vous êtes toujours interdit de séjour en Arabie Saoudite. Tout à fait. Donc a priori entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, on peut se dire que vous devez défendre le Qatar. Eh ben non. Non. Je ne défends ni l'un ni l'autre. Je suis très critique par rapport aux deux systèmes. Je pense que le dernier conflit, il faut y voir quelque chose de beaucoup plus large régionalement. Et je suis critique par rapport aux deux systèmes en tant que État du Golfe. Et donc, je pense pas qu'il faille prendre position aussi facilement dans ce conflit. Comme Dominique Moisy, il faut pas choisir. Non, il faut faire le choix d'un certain nombre de principes. Et c'est pas le choix d'un pays. Stéphane Lacroix, vous êtes chercheur à Sciences Po et vous êtes l'auteur du livre Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée. Vous non plus, vous ne choisissez pas entre... Je ne choisis pas, tout simplement parce que je suis chercheur, j'ai besoin de continuer à faire du terrain dans les deux pays, donc si je vous réponds, je vais me couper d'un des deux terrains, donc je ne choisirai pas, par prudence. Pierre Conessa, vous êtes l'auteur de Dr Saoud et Mr Djihad, un livre sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite et du guide du petit djihadiste. Les deux sont sortis l'année dernière. Vous non plus, vous ne choisissez pas Tout dépend de si votre question touche au domaine économique, si elle touche au domaine religieux, si elle touche au domaine du terrorisme, etc. C'est-à-dire que, effectivement, je crois qu'il ne faut pas choisir. Cela dit, il faut être spécialement prudent avec l'Arabie Saoudite, qui, comme vous le savez, ne cesse de signer des promesses de 10 milliards de contrats, le dernier en date étant la promesse qui a été faite à Monsieur Valls. Et donc, avec cette promesse de contrat, traditionnellement, nos hommes politiques préfèrent ne pas regarder ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, mon cœur balance un peu vers le Qatar, mais encore une fois avec les mêmes précautions que ce qui a été dit autour de la table. On n'a pas à choisir entre deux systèmes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Alors le Qatar est aujourd'hui isolé. Depuis le 5 juin, l'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec ce petit pays. Elle a été suivie par les Émirats Arabes Unis, par Bahreïn, par l'Égypte. Le Qatar a été placé sous embargo. Il est accusé de soutenir le terrorisme djihadiste. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'en est-il exactement ? Je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, a dit dans une interview au Point cet été que l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient financé des groupements, pas les mêmes, a-t-il dit, mais qui ont contribué au terrorisme. Alors qu'en est-il exactement, Dominique Moisy ? J'ai l'impression que le Qatar a franchi une ligne rouge par rapport à l'Arabie Saoudite en acceptant d'avoir des relations avec l'Iran.
pour le coup, c'est le Qatar qui a choisi de ne pas choisir, de ne pas rester fidèle à la coalition à laquelle il appartenait naturellement. Et en tendant la main à l'Iran, le Qatar s'est immédiatement trouvé face aux foudres de l'Arabie Saoudite. Pour le reste, j'ai l'impression qu'il y a autant d'ambiguïté à Doha que à Riyad dans les relations qui peuvent exister avec des groupes eux-mêmes très ambigus. Vous êtes d'accord, Pierre Connessin ? Oui, de toute façon, l'explication que donne Dominique Moïsi est effectivement, disons, la sonnerie d'alerte. Bon. Cela dit, ce que l'Arabie Saoudite reproche au Qatar, c'est surtout de devoir aider les frères musulmans. Alors, les frères musulmans, l'Arabie Saoudite est en rupture avec eux depuis 1991, c'est-à-dire au moment où les frères musulmans avaient critiqué l'appel aux Américains, aux mécréants pour défendre la terre de l'islam. Et donc, depuis cette époque-là, ils les poursuivent de leur hargne. Or, comme au moment des révolutions arabes, les frères musulmans ont gagné les élections à peu près partout, si vous voulez, l'Arabie Saoudite s'est sentie cernée. Et donc, ils ont vite classifié les frères musulmans comme groupe terroriste, ce qui est une manière d'accuser le Qatar de financer le terrorisme. Donc, on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Si le Qatar utilise le même argument avec l'Arabie Saoudite, c'est parce que l'Arabie Saoudite finance les salafistes. Daesh est un pur produit, c'est le monstre du docteur Frankenstein. Tariq Ramadan, dès qu'on prononce le mot les frères musulmans, on se tourne vers vous. Je rappelle que le mouvement a été fondé par votre grand-père, que votre frère en fait partie. Vous avez toujours nié en faire partie. J'en ai jamais fait partie. Je pense que c'est vrai. Il y a une vraie critique qui a été faite par rapport au Qatar, qui était une plateforme où les frères musulmans ont pu se retrouver. En l'occurrence, il faut quand même se rendre compte de la couverture médiatique qu'il y a eu par Al Jazeera au moment du mouvement populaire. Au moment des révolutions arabes. Voilà, exactement. Et en l'occurrence, il y a eu des critiques par rapport à cela. Mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin simplement que ces alliances. Même avec l'Iran, je pense que la position de l'Arabie Saoudite avant cette crise-là avec l'Iran, elle n'est pas aussi claire. Elle n'est pas aussi claire que la coupure absolue. Ensuite, il y a des enjeux qui sont régionaux à partir du conflit syrien. Et le conflit syrien va révéler un certain nombre de choses sur les positionnements. Alors, est-ce que ils financent le terrorisme? Je pense que d'abord, il faut faire la distinction entre le financement de l'État et le financement des individus. Il y a des individus qui financent, et ça peut être possible. Les États... Comme Ben Laden finançait Al-Qaïda, et l'Arabie Saoudite ne finançait pas Al-Qaïda pour autant. Exactement. Et donc là, il faut faire la distinction. Ensuite, financer des groupements salafis littéralistes, ça veut pas dire financer la violence. Encore, il y a une différence. Il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, donc, c'est un tout petit peu facile de les rendre responsables, quand en même temps, il faut faire un pas en arrière et se poser la question de savoir, mais si c'est le cas, comment on va expliquer la position des Américains, la position des Français et des Européens en relation économique permanente et extrêmement profonde avec les deux États? Avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar. Bien sûr, et les Émirats, en l'occurrence, avec tous. Les Émirats, faut pas les oublier. Ouais. Les Émirats Arabes Unis, effectivement, on en reparlera. Stéphane Lacroix, sur ce soutien financier aux terroristes. Alors, soutien d'État, soutien privé. Oui, alors d'abord, je pense que, comme ça a été dit, c'est essentiellement un écran de fumée. C'est-à-dire, c'est pas ça qui est en jeu. Cette question du financement du terrorisme, elle est utilisée aussi parce que elle a vocation à séduire les Occidentaux, et en particulier Monsieur Trump. Donc, quand on essaye d'avoir les Américains avec soi, on accuse son voisin de soutenir le terrorisme et par ailleurs d'être un allié de l'Iran. Parce que ça aussi, c'est une rhétorique qui est à destination de Monsieur Trump, qui lui s'est posé en ennemi de l'Iran. Alors que, là encore, comme ça a été dit, l'Arabie Saoudite avait elle-même des relations avec l'Iran, ne serait-ce que pour le pèlerinage, où il y a des pèlerins iraniens, et donc il faut avoir des relations pour gérer le flux des pèlerins iraniens. Qui vont à la Mecque. Qui se trouvent en Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis font plus de commerce avec l'Iran que le Qatar, alors que les Émirats Arabes Unis sont avec l'Arabie Saoudite les deux grands pays qui sont dans cette coalition anti-qatari. Donc pour moi, ce sont des écrans de fumée. La vraie question, c'est la question des frères musulmans. Effectivement, elle a été posée. Et en particulier, des frères musulmans comme promoteurs d'un modèle politique dissident de celui de l'Arabie Saoudite, qui se fonde sur l'islam comme le modèle saoudien, mais qui propose autre chose. Et donc qui est vu par les Saoudiens comme une remise en cause islamique de leur propre modèle. Et un modèle frère musulman qui, après les printemps arabes, s'est imposé dans différents pays, qui a fait très peur à l'Arabie Saoudite. Donc cette question est une question politique, de compétition entre des acteurs politiques, avec des motifs qui sont affichés, qui ne sont pas les vrais motifs. On continue d'en parler dans un instant. Europe 1 Social Club. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei.
L'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Égypte, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar depuis le début du mois de juin. Le Qatar aujourd'hui est isolé, accusé de soutenir le terrorisme. Alors, Dominique Moisy, sur ce point. Je crois que le point essentiel, c'est que l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, ont la même priorité, qui est légitime, la survie du régime. Comment assurer la survie du régime? Est-ce qu'il faut prendre des gages, des précautions avec les forces les plus extrémistes et les financer indirectement? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, ouvrir les portes à la modernité, car c'est la modernité qui, à terme, permettra la survie du régime? Je pense que ces deux politiques ont été menées simultanément, mais on peut peut-être sentir un passage, une transition entre un premier moment où la priorité était donner des gages aux plus radicaux, à une deuxième phase, s'ouvrir vers la modernité. Et au Qatar, comme en Arabie Saoudite, on a une génération jeune qui est arrivée au pouvoir et qui se sent, elle l'espère, plus portée vers la modernité que vers le soutien indirect à la radicalité. Je suis conscient que c'est un scénario idéal que je donne. La réalité est infiniment plus confuse. Le Cheikh Tamim, qui est au pouvoir au Qatar, a moins de 40 ans. Hein, il a d'ailleurs été reçu par le président Macron à la mi-septembre. Pierre Conessa, sur l'identification du soutien au terrorisme. Oui, je voudrais revenir une minute sur le problème du financement du terrorisme. Vous savez qu'on doit être à la 18e Convention internationale de lutte contre le financement du terrorisme. Le terrorisme, c'est effectivement à la fois de l'argent sale, c'est-à-dire, vous savez, le trafic d'œuvres d'art, le kidnapping, l'industrie de l'enlèvement, etc. Mais c'est aussi de l'argent propre qui devient sale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la problématique de l'argent sale qu'on blanchit comme dans le crime organisé. Quand vous avez des pèlerins à la Mecque qui voient en face d'eux des ONG qui sont plus ou moins des faux-nés d'organismes terroristes qu'ils ne connaissent pas et qui vont demander effectivement de la zakat pour aller financer la construction d'un dispensaire, ces pèlerins vont donner de l'argent, mais ils ne savent pas obligatoirement qu'est-ce que cet argent devient, qui ne devient sale que quand on sait effectivement quelle va être la destination finale. Donc c'est extrêmement difficile à la fois de lutter contre l'argent du terrorisme. Dernière remarque, vous avez remarqué que tous les attentats qu'on a connus sur le territoire et en particulier dans tous les pays membres de la coalition sont tous des attentats bon marché. Donc la question du financement, c'est une accusation qui ne touche que le Qatar et l'Arabie Saoudite et qui sont la querelle de l'hypocrite avec le menteur. Mais sur le fond, nous, notre problème aujourd'hui, c'est de lutter contre l'idéologie du terrorisme et pas sur la question du financement. Aujourd'hui, c'est malheureusement un combat un peu décalé pour nous. Alors justement, s'il s'agit d'idéologie, en quoi l'idéologie du Qatar ou l'idéologie de l'Arabie Saoudite, si toutefois elles sont différentes, en quoi s'oppose-t-elle à l'idéologie du terrorisme? Alors idéologie, bien qu'elles aient des racines wahhabites, mais là je suis pas un spécialiste qui puisse parler autrement que comme un amateur, il reste le Qatar a une pratique du wahhabisme qui est un wahhabisme de soft, c'est-à-dire qu'il y a des lieux de culte qui sont pas musulmans sur le territoire, vous n'avez pas de police religieuse, vous aviez quand même avec le père, pas avec Tamim, mais avec son père et sa mère, des gens qui avaient effectivement une pratique de l'islam qui n'était pas contraignante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment, ça nous paraît nous beaucoup plus vivable, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas imposé, si vous voulez, avec la rigueur que l'Arabie Saoudite a su montrer. Je crois qu'il n'y a pas eu d'exécution au Qatar depuis 2003. Vous voyez, par exemple, d'exécution capitale. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait respectable de la sensibilité religieuse d'un pays, mais qui en même temps est tout à fait différent de ce qu'on a en Arabie Saoudite. Tariq Ramadan? Oui, ça, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a quand même des différences idéologiques. Il faut quand même savoir une chose, c'est que sur le plan du terrain, sur le plan des mosquées au Qatar, là, le discours dominant reste salafi, littéraliste. Au niveau de l'autorité et au niveau des institutions qui sont promues par l'autorité, on n'est pas du tout dans cette perception-là. On est plutôt dans un islam plutôt
qui se libéralise, ou comme vous l'avez dit, une présence de femmes extrêmement importante dans toutes les institutions. Mais d'un autre côté, si on regarde l'Arabie Saoudite, on peut dire qu'on est avant même le changement de régime, on allait un peu dans cette direction-là avec le terrain. Maintenant, ils tiennent les deux lieux saints et donc ils ont une autorité qui va être une autorité plus littéraliste. Mais j'aimerais juste dire un mot sur notre discussion, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On s'aperçoit aujourd'hui que tout ce discours sur le soutien financier au terrorisme, c'est quand même de la poudre aux yeux, c'est quand même un écran de fumée. Il y a quand même une autre chose qu'il faut qu'on dise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de cette région et de ces États-là sans parler de la relation avec les États-Unis, de la relation avec l'Europe. Une ligne idéologique, elle est extrêmement importante. On va en parler tout de suite, Tariq Ramadan, mais vous, par exemple, pourquoi êtes-vous interdit de séjour en Arabie Saoudite et pourquoi êtes-vous accueilli à bras ouverts au Qatar? Je le rappelle, vous y êtes professeur, vous y dirigez un centre de recherche. Quelles sont les différences? Alors, la première des choses, c'est que moi j'ai toujours été critique des deux États, j'ai toujours été critique des États du Golfe depuis 30 ans. Et donc en l'occurrence en Arabie Saoudite, ma position elle est extrêmement claire, et en particulier, c'est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'au moment où j'ai pris position pour le moratoire en disant fallait cesser les châtiments corporels, la peine de mort, on m'a fermé en disant il nous critique et en plus il est pour la destruction de l'islam. Et d'un autre côté, je suis au Qatar exactement à ce croisement entre ceux qui, comme par exemple Cheikh Hamza qui a mis tout son argent dans une institution éducative et à qui j'ai demandé, moi en l'occurrence, et ça c'est quand même, je veux le dire ici parce qu'on m'accuse de ça, une autonomie académique et une autonomie financière. C'est-à-dire que ma critique du Qatar, elle a toujours été permanente. Dans mon centre, je critique la politique du Qatar, mais par rapport aux migrants. Et d'un autre côté, aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est que la chaire que j'ai à l'université d'Oxford, elle a été comme il y en a 100 de chaires ou 200 de chaires qui sont financées, mais à un moment donné, c'est Oxford qui s'en occupe, c'est plus du tout le Qatar. Mon salaire comme mon travail, c'est en l'occurrence Oxford. Donc, et ça n'est pas le Qatar qui vous a choisi pour occuper cette chaire? Absolument pas. J'ai été choisi par 50 candidats dans un comité international qui n'a rien à voir avec le Qatar. Stéphane Lacroix. Alors moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Premièrement, effectivement, cette question de financement, ça a été dit, mais il faut rappeler quelque chose, c'est que l'État islamique n'a pas eu besoin tellement de financement étranger. C'est-à-dire à se focaliser sur le financement, on oublie de se poser les vraies questions. Or, l'État islamique, il est essentiellement autofinancé. C'est-à-dire qu'en fait, le génie, entre guillemets, de l'État islamique, c'est d'avoir construit ce qu'ils appellent un État, c'est-à-dire une structure administrative s'appuyant sur l'impôt, qui est capable donc de lever l'impôt, de faire du commerce, que ce soit de pétrole ou d'antiquité, ça a été évoqué. Et donc, la question des financements étrangers a toujours été secondaire. Selon les études qui ont été faites par des chercheurs américains qui ont travaillé de près sur la question, c'était au mieux 1% des revenus de l'État islamique, ce qui venait en dons essentiellement de personnes privées, à la fois au Qatar et en Arabie Saoudite d'ailleurs, et de personnes privées, c'est-à-dire pas des gouvernements. Donc là encore, j'ai l'impression qu'à se focaliser sur les financements, on oublie quelquefois de se poser les vraies questions, et ces questions, elles sont effectivement pourquoi ça marche. C'est-à-dire pourquoi dans un pays, cette idéologie, elle va pouvoir, que ce soit en Irak ou en Syrie, prendre appui, prendre ancrage. Pourquoi en Europe, des jeunes gens qui sont pas financés, qui ont pas reçu un chèque de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, vont souscrire à cette idéologie? Ce sont ça les vraies questions. Donc pour moi, le financement est une question un peu problématique. Et puis je sais pas si j'ai encore une minute sur je crois qu'il y a quelque chose de passionnant sur ce débat entre conservatisme et modernité tel que ça a été posé dans ces monarchies qu'en Arabie Saoudite. Dans la querelle actuelle, vous avez une querelle de l'image entre les deux pays. Ces pays sont tous les deux très soucieux de leur image. Et donc, depuis 3 mois, on a de chaque côté des décisions qui sont prises pour essayer de montrer aux Occidentaux qu'on est plus moderne que le voisin. Donc, le Qatar, au mois d'août, donne un statut aux résidents étrangers permanents. C'est la première fois que ça arrive dans un pays du Golfe, où d'habitude les nationaux ont un certain nombre de droits, et puis vous avez tous ces expatriés qui n'ont pas de droits. Donc, le Qatar, pour montrer qu'il est plus moderne que son voisin, crée un statut des expatriés. L'Arabie Saoudite, il y a une semaine, pour répondre au Qatar, donne le droit de conduire aux femmes. Donc on est aussi dans une quête qui est une quête... qu'au Qatar, les femmes ont le droit de conduire depuis toujours. Elles ont le droit de vote. Évidemment. Mais ce qui compte, c'est l'effet produit sur l'image de ces deux pays dans les médias internationaux en particulier. On continue d'en parler après une pause. Europe 1 Social Club, le débat. Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei.
Le débat de ce soir, c'est sur la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. La France doit-elle choisir? Nous avons invité Pierre Conessa, Stéphane Lacroix, Tariq Ramadan et Dominique Moïsi. Alors, il faut rappeler que les États-Unis sont alliés à la fois du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Alors, comment est-ce que ça rentre en ligne de compte? Donald Trump doit-il choisir? Tariq Ramadan? Non, je pense que justement, si on va loin dans l'analyse de ce qui se passe dans la région et du rôle des États-Unis, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester à l'analyse strictement politique. Les deux pays sont les alliés objectifs de la politique américaine dans la région. Depuis beaucoup d'années, la première base militaire américaine, elle est au Qatar. Il y a une présence américaine extrêmement importante. Et quand on nous dit, par exemple, qu'on est contre le fait d'y trouver les frères musulmans, c'est pas vrai. Les officiels américains rencontrent les frères musulmans au Qatar. C'est là-bas qu'ils les rencontrent. Donc, ils ne peuvent pas les voir en Égypte, mais ils les rencontrent là-bas. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de cet espace-là. D'un autre côté, avec l'Arabie Saoudite, eh bien, ils ont des relations évidemment économiques. Il faut quand même savoir que dans cette dispute entre les deux pays, qui se disputent une reconnaissance plus importante régionale des Américains, on est à 120 milliards d'achats d'armes de la part du Qatar, et en contrat cumulé 350 milliards de l'Arabie Saoudite. Il faut quand même regarder le versant économique de l'affaire. Donc on vient de nous parler de moralité des États quand on a l'immoralité des contrats. Ça fait quand même c'est un peu difficile. Dominique Moïsi? Je crois que quand Trump arrive au pouvoir, il fait un choix. Et le choix qu'il fait, c'est celui de l'Arabie Saoudite. C'est le premier pays auquel il rend visite, avec une logique anti-iranienne. Mais ensuite, il va en Israël. Voilà, les alliés de l'Amérique, c'est d'un côté Riyad, de l'autre Jérusalem, et enfin le Caire. Alors qu'il y a une autre alliance qui est en train de se constituer, Téhéran, Ankara, Moscou. Mais après avoir fait ce geste spectaculaire, très apprécié par les Saoudiens, il y a des pressions dans son administration qui lui rappellent ce que Tariq Ramadan nous a dit. Quand même, la première base militaire américaine dans la région, elle est au Qatar. On peut pas choisir aussi clairement. Donc, il met de l'eau dans son vin pro-saoudien et le ton diminue un peu. Mais nous avons un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que il est difficile de parler de stratégie américaine quand l'Amérique est dirigée par l'homme le plus imprévisible qui soit, avec un secrétaire d'État qui est sans doute sur le point de quitter le pouvoir, Rex Tillerson, qui n'arrive pas à faire passer ses messages. Donc il y a des régimes ambigus qui font face à un allié principal devenu totalement imprévisible. Pour vous, la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite viendrait au fond de Donald Trump? Non. Je crois qu'elle vient en réalité de cette volonté d'un pouvoir jeune au Qatar de prendre des risques, d'apparaître toujours plus sur la scène internationale, non seulement par la modernité des réformes qu'il proclame, mais par l'audace de sa politique étrangère. Et là, refuser, je l'ai dit au début, de choisir clairement entre Riyad et Téhéran, c'est traverser une ligne rouge pour les Saoudiens. Pardonnez-moi cette question, mais pour un Français, ça paraît toujours étrange. Vu d'ici, on se dit quelle serait la cohérence d'un pays comme le Qatar qui soutiendrait le terrorisme djihadiste, il en est accusé, et qui en même temps sponsoriserait le PSG. Comment peut-on l'expliquer? Y aurait-il une cohérence, Dominique Moïsi? Si on a une vision machiavélique du monde, on peut dire on se protège à droite et à gauche en même temps. On donne des gages aux formes les plus radicales au sein de l'islam et on présente la face la plus ouverte de la modernité. Donc il y a la religion universelle dans laquelle on est excellent, c'est le football. Et il y a la religion de l'islam dans laquelle on donne des gages à des forces plus conservatrices que d'autres.
Stéphane Lacroix? Sur le facteur Trump, je pense qu'on peut pas redire à quel point il a été décisif. C'est-à-dire qu'on on a ce président qui arrive au pouvoir aux États-Unis, qui est vu comme le messie par les Saoudiens. Les Saoudiens détestaient Obama, ils considèrent qu'Obama est un traître, que cet accord nucléaire avec Téhéran, du point de vue des Saoudiens, c'est un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, c'est une trahison de l'alliance historique avec l'Arabie Saoudite, et donc Trump est accueilli à Riyad comme un sauveur. Et les Saoudiens vont mettre les petits plats dans les grands, ça a été dit, ils vont lui afficher un portrait de plusieurs dizaines de mètres de haut de sa personne, justement pendant ce sommet de Riyad du mois d'avril. Ils vont essayer de construire une relation personnelle avec lui, et d'une certaine manière ça va fonctionner parce que Trump fonctionne comme un émir du Golfe. C'est quelqu'un qui fonctionne sur des relations personnelles. Trump n'est pas du tout un homme d'institution. Et dans le Golfe, les relations se construisent entre personnes et pas entre institutions. Donc il y a quelque chose qui va se passer entre les Saoudiens et Trump. L'erreur des Saoudiens, c'est de penser que c'est suffisant. Quand ils décident de lancer la campagne contre le Qatar, ils pensent que parce qu'ils ont Trump dans la poche, la partie est gagnée. Les Américains vont se ranger de leur côté. Or, en fait, Trump n'a pas le pouvoir sur sa propre administration. Trump va vite se heurter aux intérêts de sa propre administration, à Tillerson, à Mattis et à d'autres. Et donc le calcul des Saoudiens et des Émiriens est erroné. Ils vont miser sur un cheval qui n'a pas les moyens de leur donner ce qu'ils espèrent. Et donc, en fait, depuis 3 mois, vous avez tweet de Trump, contredit immédiatement par une déclaration de Tillerson ou de Mattis, Trump qui continue à tweeter exactement sur la même chose, tous les tweets de Trump sont contre le Qatar, et les prises de position officielles de son administration vont dans l'autre sens. Donc en vérité, les Saoudiens, d'une certaine manière, se sont laissés abuser par la bonne relation qu'ils estimaient avoir avec l'homme Trump, et ça ne s'est traduit en pas grand-chose en vérité de leur point de vue. Pierre Conessa, côté français alors? Juste une minute sur la situation régionale. On a quand même aujourd'hui un grand perturbateur régional qui est l'Arabie Saoudite. Occupation du Bahreïn, où il y avait une révolution démocratique pour rétablir la dynastie sunnite minoritaire. La guerre au Yémen, en abandonnant le front contre Daesh. N'oubliez pas, il y avait 17 avions contre Daesh, ils ont tous retiré pour en mettre une centaine contre le Yémen. Une des guerres les plus effroyables, avec un risque de développement du choléra, etc. Avec l'ONU a d'ailleurs ouvert une enquête, on en reparlera certainement. Il fallait vraiment que les pauvres Yéménites soient solidement massacrés. Troisième chose, ils construisent un mur dans le nord pour empêcher les réfugiés syriens, qui est plus long que le mur israélien. Aujourd'hui, ils décident d'ouvrir la guerre avec le Qatar, la crise avec le Qatar, et en plus, ils ont cette dénonciation de l'Iran. Donc on a un perturbateur régional qui tient d'ailleurs à la personnalité de Salman, pour l'essentiel, et je crois qu'il y a un moment où les Occidentaux doivent quand même se demander si vraiment on peut continuer à traiter les deux de la même manière. Maintenant, sur la question des armes, vous savez, je suis beaucoup plus distancié que vous, parce que moi j'étais à la DGA des RI, et effectivement, à cette époque-là, tous les pays du Golfe achetaient des armes comme des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils achetaient pas pour les utiliser, ils achetaient pour avoir de la garantie de sécurité. Là, malheureusement, les Saoudiens commencent à les utiliser. On reparlera de la France, mais juste après ça. Europe 1 Social Club, le débat. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Tadei. Entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, la France doit-elle choisir? On en débat ce soir avec Pierre Conessa, Stéphane Lacroix, Tariq Ramadan et Dominique Moisy. La parole est à Dominique Moisy. Non, ce qui est intéressant, c'est que sur un plan régional, et l'Arabie Saoudite et le Qatar ont fait le même choix, qui consiste en réalité à se rapprocher d'Israël de manière objective, à considérer que le conflit israélo-palestinien n'est plus au sommet de l'agenda diplomatique régional. Et je pense que il y a la même logique, la même rationalité dans ce rapprochement, qui consiste à dire au monde occidental, aux États-Unis et à l'Europe, vous me voyez comme des méchants, vous contestez ce que je fais, mais regardez, Israël n'est plus considéré comme un problème pour nous. Et à l'inverse, l'Iran reste d'une très grande, entre guillemets, fermeté sur cette question, comme si ça faisait partie de l'image de l'Iran dans le monde musulman, avec un message: les sunnites abandonnent la dureté par rapport à Israël, ce sont les chiites qui reprennent le flambeau de la contestation de cet État. Et donc je pense que cette évolution est intéressante. Stéphane Lacroix?
Oui, alors je pense pas tout que les Israéliens ont fait leur choix entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Leur choix est plutôt saoudien, parce que le Qatar a des relations historiques avec le Hamas en particulier. Donc pour des raisons israélo-palestiniennes de base, entre guillemets, les Israéliens ont choisi plutôt l'Arabie Saoudite. C'est surtout parce que c'est le pays le plus important. C'est le pays le plus important aussi. C'est vrai que l'Arabie et Israël ont des intérêts communs aujourd'hui. Ce rapprochement, on le voit se mettre en place tous les jours. Alors ça a été nié, mais il y a eu récemment des visites de hauts dignitaires saoudiens en Israël. Alors évidemment nié des deux côtés, mais la presse israélienne en tout cas l'a rapporté. Et ça c'est un changement radical dans la configuration des alliances dans la région. Ce que tout le monde imagine, c'est que Israël et l'Arabie Saoudite sont en train de préparer ensemble la prochaine guerre, qui serait une guerre contre le Hezbollah et contre l'Iran. Donc là encore, c'est un bouleversement complet des jeux d'alliance dans la région auquel on est en train d'assister. Les Émirats Arabes Unis, évidemment, sont l'un des éléments aussi moteurs de cette nouvelle alliance avec Israël. Tariq Ramadan? Oui, moi je serais plus nuancé que vous sur les relations du Qatar avec Israël. Je pense qu'elles sont importantes, elles durent depuis très très longtemps. Évidemment, il y a un choix évident de l'Arabie Saoudite, mais il y a une relation extrêmement stratégique et importante avec et je pense que là on peut revenir à ce que l'on sait même de la politique américaine ou de la politique israélienne dans la région. On s'intéresse à protéger les ressources pétrolière ou de gaz, on s'intéresse à la sécurité et on s'intéresse à Israël. On ne peut pas comprendre la région sans regarder la relation extrêmement profonde des Émirats avec Israël, les nouvelles relations de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec Israël, et puis comme vous l'avez dit, dans la politique d'image dont vous parliez tout à l'heure, c'est important aussi de savoir qui se présente aujourd'hui comme le garant du peuple palestinien devant la conscience musulmane mondiale. Et ça, c'est l'Iran aujourd'hui et les chiites. Et les chiites, rappelez-vous de ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire que c'était eux l'avant-garde de cette résistance. Là, on est dans quelque chose qui est une politique de l'image. La deuxième des choses qu'il faut mettre en évidence, ce dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il faut absolument déplacer l'analyse politique pour une analyse économique profonde. Et là, quand on parle de la France, il faut quand même qu'on dise l'évolution extraordinaire des ventes d'armes de la France dans la région. Alors, encore une fois, on est toujours c'est pas uniquement les États-Unis, c'est la France. La France vend des armes, elle vend des armes aux 2, elle vend des armes aux 3, elle a des relations avec l'Iran de façon extrêmement importante. Il faut quand même qu'on se rende compte que c'est pas aussi propre que cela. Je veux dire, vendre des armes de tous les côtés quand les gens se tuent, c'est quand même se poser des questions sur quel type de politique. Donc voilà, je pense que sur ces questions-là, il faut aller. C'est pour ça que votre première question tout à l'heure, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, c'est très très problématique parce que dans les deux cas, on est dans des politiques qui ne respectent ni la démocratie, ni les peuples, ni les sociétés civiles, ni la réalité même de ceux qui sont opprimés dans la région. Il faut quand même aussi parler du Yémen. C'est une horreur ce qui se passe aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les Palestiniens continuent dans le silence à être colonisés jour et nuit. Et ils vont vous laisser revenir au Qatar Mais moi j'ai toujours eu cette position-là et je l'aurai toujours. C'est-à-dire que jamais ma liberté de parole ne sera prétéritée ou mise à la condition de ne pas parler. J'ai pris des positions sur toutes ces questions-là et je continuerai. Pierre Conessa? Juste un mot. Moi, je rentre d'une visite dans la région au Qatar, justement, et je suis surpris d'abord par le caractère insoluble de cette crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trois postures qui sont totalement incompatibles. La nature des 13 demandes, l'ultimatum déposé par l'Arabie Saoudite est totalement inacceptable. Bon. Donc il y a 13 mesures qu'il demande au Qatar de prendre pour qu'il puisse fermer Al Jazeera, opposer ils ont arrêté ça. Non, pas du tout. Il y a 6 principes, mais ça revient exactement au même. Et donc, il y a une crise qui politiquement ne peut pas se résoudre. Alors, en quoi ça interpelle la France? C'est que s'il n'y a pas de solution politique, il n'y a que des stratégies indirectes qui peuvent marcher. Une de ces stratégies indirectes, c'est de faire de la communication à l'étranger, ce dont on a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a passé des contrats avec les 4 plus grosses boîtes de relations publiques de Paris, y compris Publicis, c'est-à-dire Madame Badinter, visiblement, n'a pas de problème avec le statut des femmes en Arabie Saoudite. La deuxième chose qui me parle... Oui, qui vont conduire, donc effectivement, la démocratie progresse à grands pas. L'autre chose, c'est qu'ils risquent de prendre les entreprises étrangères en otage, en disant, si vous travaillez avec moi, vous ne travaillez pas avec les autres. Et ça, c'est un scénario qui me paraît tout à fait crédible, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les autorités politiques françaises disent dès le début, non seulement nous ne choisirons pas, mais il est hors de question que vous utilisez les entreprises comme des moyens de pression. Il y a une déclaration du PDG de Total qui l'a dit d'ailleurs publiquement, il a dit « je ne choisirai pas ». Et ça, c'est un scénario, on dit la même chose d'ailleurs avec l'ambassadeur émirien aux États-Unis qui a commencé à faire des pressions sur les entreprises américaines pour qu'ils choisissent.
Et d'après ce que je sais, le département d'État a convoqué l'ambassadeur en disant vous allez présenter des excuses aux entreprises américaines sur lesquelles vous avez fait pression. Donc il faut quand même penser qu'il y a cette dimension-là et nous sommes quand même un maillon plus faible, si vous voulez, que les Américains. Dominique Moisy. Je crois surtout, il ne faut pas se déterminer en fonction de ce que font les autres. Il y avait cette tentation, il n'y a pas longtemps, sous la présidence Hollande, de dire l'Amérique se rapproche de l'Iran, l'Arabie Saoudite est déçue, nous allons jouer massivement la carte de Riyad. Ceci ne me paraît pas raisonnable à long terme. Ce n'est pas ainsi qu'on définit une diplomatie. Surtout quand Trump accuse l'Iran d'être responsable du terrorisme et qu'on a, nous, 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris provoqués par des salafistes djihadistes, c'est quand même une analyse stratégique qu'on n'est pas obligé de partager quand même. Stéphane Lacroix, un dernier mot ? Je pense que cette crise va durer, c'est-à-dire que tout est en place pour que cette crise dure. Il faut qu'en tant que politique, on s'adapte à une crise qui va durer. Je pense qu'effectivement, on n'a pas intérêt à prendre position. Faire un peu ce que fait Macron, hein, un coup pour les uns, un coup pour les autres, pour essayer de pas perdre ses appuis d'un côté et de l'autre. C'est ce que fait. C'est une politique d'État. Je veux dire, on n'est pas dans de l'idéalisme. C'est une politique d'État, mais si je peux me permettre quand même, il faut quand même. On est en train de parler de choses extrêmement graves. On est en train de parler d'une situation qui va durer, mais on peut quand même demander, en tant que citoyen vivant ici, qu'on attende de nos gouvernants des politiques qui sont un tout petit peu fondées sur les droits humains, qui sont sur le respect des peuples, et puis qu'on ne nous tienne pas un discours où on dit on est contre le terrorisme et on parle jamais des causes, on dit qu'on est contre le terrorisme et on parle pas de l'équation économique. Je pense que vous avez raison. Ne pas être naïf, c'est une chose, garder une parole de principe en est une autre, et puis justement, le passage d'un côté de l'autre de Macron, pour moi, c'est pas une politique qui... vous voyez, c'est pas une politique qui est fondée sur des principes, c'est uniquement sur des intérêts. Absolument d'accord. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On se retrouve après les informations présentées par Théo Manval avec Jacques Attali qui sort un essai d'histoire globale, Histoire de la mer.